Des biefs, etc. sont en pierre de taille et toutes taillées. Hein. C'est quand même un sacré boulot qu'ils ont fait. Hein. Alors, tous les gros travaux qui ont été réalisés pour la construction du canal de la Marne au Rhin, tunnels, etc., tous ces gros travaux étaient réalisés par les bagnards à l'époque. Ils avaient fait monter, c'est le terme exact, les bagnards. Les bagnards, c'était soit des prisonniers de guerre ou les prisonniers de droit commun. Ils ont donc travaillé à la construction du tunnel du canal de la Marne au Rhin. Le premier tunnel à 2300 mètres de long. Le deuxième tunnel à 600 mètres de long, creusé dans la roche. Hein. Donc c'était à la pioche et au burin. C'est quand même pas neutre comme boulot. Quoi. Le tunnel du canal de la Marne au Rhin à 2306 mètres de long. Ce qui est intéressant, là j'ai deux SNCF. Ce qui est intéressant, c'est que il y a le tunnel ferroviaire qui passe aussi dans la vallée. Il y a le tunnel du canal de la Marne au Rhin, on va dire, qui est ici, sur la droite, 2306 mètres de long, creusé en 10 ans, 1839-1849. Donc je ferai un compte rendu après, hein. Je ferai un petit tour pour les dates. Non mais c'est bien d'avoir, je donne les dates, mais juste pour situer un tout petit peu, c'est intéressant, sachant que ça a été construit à l'appel La Pioche, quoi, c'est pas neutre. Hein. Et il y a également construit sensiblement à la même période le tunnel ferroviaire, qui lui est sur la gauche, qui a 300 mètres de plus, c'est ça? Et donc, le tunnel ferroviaire est un peu plus bas, l'entrée est un peu plus basse. Le tunnel ferroviaire passe sur une distance de 150 mètres, 6 mètres sous le canal de la Marne au Rhin. Je vous rappelle que ça a été construit sous Louis-Philippe, Napoléon III. Hein. 6 mètres sous le canal de la Marne au Rhin, et il débouche au même niveau, à la même hauteur, sauf que le tunnel ferroviaire est à droite et le tunnel du canal est à gauche, à la sortie, dans la forêt de Niederwiller. Tout ça, ça a été construit sous Napoléon III, Louis-Philippe. Hein. C'est quand même pas neutre de construire. C'était prévu comme ça? Pardon? C'était prévu comme ça ou c'était le hasard qui l'a voulu? Non, c'était prévu comme ça. Il passe, le point culminant au-dessus de ces tunnels est de 70 mètres. Ça veut dire que c'était plus possible de construire ou de mettre en place des écluses. Donc il a fallu carrément traverser la colline. Et pour le train, c'était pareil. On pouvait pas, il y avait un dénivelé trop important, il fallait traverser la colline. C'est quand même extraordinaire, ces travaux. Hein. Les Allemands, lorsqu'ils sont repartis en 44-45, avaient saboté le tunnel du canal et ils avaient inondé le tunnel ferroviaire. Ça a été réparé ensuite, mais ça a été saboté. Aujourd'hui, il y a toutes les niches, tout un système dans le tunnel quoi, qui a été mis en place. Quand même, moi, ce qui m'épate, c'est quand même la construction de ces tunnels. Sur le canal de la Marne au Rhin, il y a 5 tunnels, dont un de 4 km. Hein, construit donc à ces périodes-là. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on a des tunneliers, on a des machines qui font des trucs extraordinaires, mais là, c'était quand même... À l'époque. À l'époque, c'était quand même... voilà. D'ailleurs, on va tout à l'heure arriver au niveau de l'écluse numéro 4, hein, numéro 9, pardon. Et là, en regardant bien les pierres, vous allez voir que moi-même, si on voit même les traces de marteau, des coups de burin. C'est très impressionnant. On voit toute la colline qui a été vraiment rabotée pour poser ce canal. Et si les biefs, parfois, ne sont pas très larges, parce que c'était vraiment parce qu'ils étaient construits dans la roche. Lorsque vous avez un peu plus d'espace, évidemment, ils élargissaient. Et il y a des moments, c'était pas possible, donc c'était assez juste et les péniches ne pouvaient pas se croiser. Parce qu'on parle d'une journée de navigation, c'était aussi un peu de chose. Alors pourquoi on s'est arrêté ici? Je voulais juste montrer cet arbre. Alors je ne connais pas l'essence de l'arbre, je suis pas un spécialiste. Mais tout le long des canaux, ils avaient planté bien sûr des arbres. Alors celui-là, il est ancien. 200 ans, 300 ans. Pardon? 200 ans, 300 ans. Non, pas peut-être. Le canal de la Marne au Rhin, si on fait le calcul, il a été mis en service 1839, 1853. Donc il a en gros, aujourd'hui, 160 ans. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà, je ne suis pas certain qu'il ait 160 ans, mais il n'en est pas loin. Nous verrons un peu plus loin, il reste une souche, il est tombé cet hiver. Et donc tout le long, les arbres ont été plantés pour ombrager le canal. Des périodes avec des fortes chaleurs qu'on a connues, il y a des quantités d'eau incroyables qui s'évaporent tous les jours. Donc à l'époque, ils étaient harnachés, etc., donc il a coulé. Et puis donc, vous savez, en 1870, quand la Première Guerre mondiale, on était allemands ici. Hein. Ouais. Il y avait les casernements à Sarrebourg, où il y avait des régiments de dragons allemands, etc. etc. Donc c'est des soldats qui circulaient ici, et il était donc tombé dans le canal, et puis ils ont fait ce petit mémorium, si vous voulez.
Et puis Pierre Tombal. Et puis, donc là, on voit que ça a été refait. Les maisons sont ce qu'elles sont. Hein. Elles sont louées et elles ne seront pas vendues. Hein, elles ne seront jamais vendues. C'est les locataires qui sont ici. Donc là, nous arrivons au niveau d'un bassin de l'écluse numéro 8. Je disais, là, nous verrons tout à l'heure, ces rochers qui sont quand même assez sympas. Quand vous regardez d'un peu plus près, on a vraiment l'impression de voir des coups de burin. C'est vraiment assez sympa. Les taches blanches que vous voyez dans les rochers au-dessus sont des fientes d'oiseaux et ce sont des faucons pèlerins qui nichent dans ces rochers. Ah oui, ça c'est un peu plus loin, il y a un mur d'escalade. Alors moi je dis toujours, l'écluse numéro 9 est pratiquement troglodytique, ce qui est faux. Elle n'est pas dans le rocher, mais elle est pratiquement devant. Et cet hiver, un rocher était tombé de cette falaise, on va dire à 50 mètres de la maison. Hein. C'est pas impossible que ça arrive, hein. Je veux dire, c'est pas neutre, hein. C'est quand même assez impressionnant. Bah, à Krauftal, c'est arrivé quoi. Pardon? À Krauftal, oui, c'est arrivé. Tout à fait. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. C'est vraiment. Voilà. On verra un peu plus loin dans le bief, ce mur d'escalade. Alors là, vraiment, enfin, en ce qui me concerne, c'est l'endroit que moi je préfère dans la vallée. C'est cette vallée-là, cet espace-là. Et lorsqu'on se promène ici, donc là, il y a très peu de chances que vous puissiez rencontrer des animaux avec Carabin qui parle en permanence. Ça devient compliqué. Et si vous baladez et puis vous êtes relativement silencieux, bah, vous pouvez croiser du gibier sans aucun problème. Et très souvent, je peux voir ces faucons pèlerins. Et ça, c'est quand même assez sympa. Alors, on a une faune assez importante au niveau de ces biefs. Mais là, avec cette sécheresse, il y a vraiment pratiquement plus d'eau, vous l'avez vu. Hein. Alors que naturellement, on a des sources qui font qu'il y a tout petit peu d'eau. Vous avez vu un peu plus haut, on a quand même des roseaux qui sont bien verts, ça veut dire qu'il y a quand même de l'eau qui arrive. Mais ce n'est pas de l'alimentation, ce sont des sources qui coulent ici. Vous voyez que c'est très vert ici aussi, et que derrière il y a également une alimentation. Et ça c'est vraiment un espace qui est joli. Alors là vous voyez, en croisant ces écluses, donc l'éclusier, il avait donc sa maison d'écluse, il recevait en prime cette manivelle pour faire fonctionner la porte d'écluse qui n'était pas neutre, hein, et c'était une fierté. Quand vous voyez des photographies d'anciens éclusiers, vous les voyez en costume, avec des boutons argentés et cette manivelle en main, hein, ça représente tout. L'éclusier était responsable de sa maison éclusière, et la moitié du bief amont et la moitié du bief aval. Et l'éclusier suivant était responsable de son écluse, moitié du bief amont, moitié du bief aval. Ce qui fait que c'était toujours parfaitement entretenu. Et c'était pas neutre. Ils avaient des lapins, ils avaient des poules, ils avaient des animaux, ils avaient un berger, ils avaient également un jardin pour, bien sûr, ils ne gagnaient pas des milliers des cents. Donc c'était toujours bien entretenu. D'ailleurs, lorsque vous voyez cette végétation, vous voyez les hêtres qui sont au-dessus, vous voyez que ces hêtres ont sensiblement plus de 50 ans. Et tout ce qui suit derrière, c'est des acacias, des genêtres, etc. Ça veut dire que tout cet espace-là était à l'époque parfaitement tondu. Ils avaient besoin de cette herbe-là pour leurs animaux. Vous allons voir un peu plus loin, il y a une bergerie. Il y avait des chèvres. Et puis il y a des endroits où vous avez un peu plus d'espace et vous pouvez avoir des vaches. Et donc il y a souvent, mais pas toujours, mais souvent, des dépendances. Vous voyez, derrière, il y a une dépendance généralement pour les animaux, etc. C'était quand même assez sympa. Donc là, les enfants qui étaient ici, qui habitaient ici, ils allaient à l'école à Henri d'Or. Là, il y a un sentier qui monte et nous arrivons, pour ceux qui connaissent, pratiquement au niveau du stade. Il y avait des carrières là-bas. Ils arrivaient à ce niveau-là, et donc ils allaient à l'école à Henri d'Or. 2 mètres, vous allez dire en distance, c'est plus, mais il y a beaucoup de parties qui étaient où on a canalisé des rivières. Donc c'est des cours d'eau naturels canalisés. Alors que là, de Vitry-le-François à Strasbourg, c'est ça, c'est creusé de bout en bout. Ce qui fait que c'est le plus long canal de France, le canal de la Marne-Rhin. Et c'était une nécessité. On pouvait partir de Strasbourg à Paris, en transportant des matières premières primordiales. Mais également, pour le marché commun qui existait déjà, on pouvait transporter également les céréales. Le grenier de la France, c'est quand même ce bassin parisien. Donc voilà, tout ça c'est quand même des choses très intéressantes. Sous Napoléon III, etc. Napoléon III a fait beaucoup pour les routes et puis les canaux. Au niveau de l'écluse numéro 1, nous sommes au bout d'un bief de partage des eaux. C'est-à-dire que là, nous sommes au niveau du bief, le point culminant du canal de la Marne-Rhin, le point le plus haut.
300 mètres. Donc pour arriver sur ce bief, on monte l'écluse de Réchicourt, et au bout de ce bief, on redescend. Et donc il y a 151 écluses au total sur le canal de la Marne-Rhin, et de l'écluse 17, donc la dernière écluse, jusqu'à Strasbourg, il en reste encore 32 à franchir. 32 escaliers répartis sur 60 km. Donc on quitte le plateau lorrain pour aller dans la plaine d'Alsace. La tête de grenouille, le rôti de la grenouille. Non, c'est peut-être l'Égyptien. Ah oui, de toute façon, il faut remonter. Mais là, on va jusqu'à là. On va jusqu'à l'église. On se demande comment ils font pour... il y a un tout petit peu de terre, mais il y a de la poussière. Qui est le cas là. Ouais, c'est pas grave, très bien. Il y a un moment, il y a Oui, il y a étudié, ouais. là-haut. D'accord. Ma mère, elle m'a dit Merci. Hein. Et Olivier à Michel, ouais. Oui, c'est pas grave, on est Quand il descend après là, et tout ça, hein. Regarde les fonds. Et puis il y a des endroits qui sont carrément dans la pierre. Dans la pierre. Alors, ça dépend des endroits. Mais quand il s'est arrivé sur la terre, il faisait des dalles. Et donc, C'est-à-dire, tout le long du canal, c'est du béton où ils ont mis... le béton, c'est venu par après. C'était soit le fond était en pierre de taille, ou bien encore, c'était des dalles. Ils avaient mis une devant l'autre pour que ce soit étanche. Mais vous voyez un peu le travail. Hein. Absolument. Non, allez-y, hein. Oh, regarde. Vous n'en laissez pas. De Ils faisaient des grenouille. trous, ils avançaient. Les tailleurs de pierre, il y avait les carrières pour ça, ils taillaient des pierres. Des pierres carrées. Les tailleurs de pierre avaient chacun sa spécialité, l'un faisait les angles, l'autre faisait ceci, enfin vous voyez, chacun son... Mais Mais alors, il déblayait tout ça bon, c'est déblayé. Ah oui, oui, en bas, oui, et là, le truc. C'était vraiment le travail pénible. Hein. Ils enlevaient le sable, ils enlevaient les rochers, difficile. Ensuite, c'était les tailleurs de pierre qui venaient. Et eux partaient sur une surface plane et commençaient à construire les murs. Tac, 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 ils faisaient les murs. Et puis ça avançait comme ça, on continuait comme ça jusqu'à Strasbourg. Et puis derrière, il y avait l'autre équipe qui venait, qui mettait les portes en place, etc. Chacun avait sa spécialité. Mais je pense que les bagnards faisaient le travail le plus difficile, le plus dur. Et les bagnards, c'est des prisonniers. Et je ne sais pas combien de... Eh ben, ils se connaissaient de toute façon. Hein. Eh ben, ils vous donnaient un lapin, et puis en contrepartie, ils recevaient 1 ou 2 seaux de céréales, de charbon, etc. Ou la binasse. Alors la binasse, c'est les mélanges de vin rouge, généralement, qui montaient vers Paris et faisaient des mélanges pour les kirabis, les chevrotins, les vins qui étaient prévus pour les ouvriers, qui n'étaient pas très bons. Et c'est donc, ouais, c'est battable. Et c'est donc qu'ils faisaient des mélanges, je dis Paris, c'est dans la région parisienne qu'on faisait ces mélanges-là. Donc il y avait pas mal de péniches qui montaient avec la binasse. Il fallait même en parler parce que c'était pas anecdotique, il y en avait beaucoup. Comme la bière. Ça avait une odeur, ça ? Je pense. Mais c'est du vin. Alors imaginez en été quand ça passait, quoi. Mais ça passait pas en été, c'était sans doute en hiver ou en automne. Hein. Après les vendanges, quoi. Les vendanges, Les mariniers étaient propriétaires de leur cargaison. Pas toujours. Par exemple, non, de la cargaison, pas forcément, mais ça pouvait arriver. Par exemple, il y avait des mariniers qui achetaient 250 tonnes de charbon, qui livraient un charbonnier. Il avait sa petite commission. Le charbonnier le remboursait au fur et à mesure qu'il vendait le charbon, par exemple. Et c'était lui qui était propriétaire, il faisait un peu d'argent supplémentaire. Il y avait plusieurs bourses. Il y avait la bourse, par exemple, à Nancy. Il y avait la bourse à Strasbourg. Et donc c'est le marinier qui allait, quand il avait par exemple déchargé, je prends l'exemple du charbon, pour les grandes péniches européennes qui partaient sur le Rhin, il allait à la bourse, et c'est lui qui boursicotait sa marchandise pour repartir sur Paris par exemple. Je prends l'exemple là. Et c'est lui qui faisait son prix. Et c'est au mieux disant, le mieux disant évidemment, il prenait la cargaison et partait, quoi.
cette raison, il y avait des prises de bec hein, au niveau de la bourse. Hein. Et la bourse a fermé il n'y a même pas si longtemps que ça fait peut-être 25 ans. Alors maintenant, il n'y a malheureusement plus de fret à ce niveau-là. Donc ça vivait aussi un peu du troc. C'est ce que je voulais dire par là. Quoi. On n'achetait pas forcément, voilà, on vivait un peu du troc comme ça. Et tout le monde se connaissait. Mais des gens, donc surtout donc par exemple, certains mariniers étaient propriétaires de la péniche, certains mariniers étaient des contremaîtres sur les bateaux. Par exemple, chez Solvay disposait de plusieurs centaines de péniches, ce qui est énorme. Et les mariniers qui étaient sur les péniches étaient des contremaîtres. Ils avaient la paye d'un contremaître. Et donc, ils partaient de Nancy, ils descendaient à Bide, c'était leur bateau, et ils remontaient avec la potasse. Et comme je disais, 7, 8, 9, voire 10 péniches arrivaient à Dombasle tous les jours, où ils transformaient la potasse. Au même titre que les péniches, par exemple, à l'époque, ils ne passaient pas ici, il y avait également 6-7 péniches qui allaient à Émin, de la cimenterie, tous les jours. Il y a un endroit où on déchargeait le charbon à l'époque ça fonctionnait au charbon. Maintenant c'est du fioul lourd, hein, etc. Donc vous voyez un peu le trafic qu'il y avait. Et ce que j'explique souvent aux personnes lorsque on se balade au plan incliné, les gens disent mais elle est où la vallée? Donc je montre, c'est-à-dire à vol d'oiseau, sans mettre pourquoi l'ouvrage n'a pas été construit là-bas. Pourquoi? Bon déjà d'une, il fallait une configuration géographique qui permettait la construction d'un plan incliné. Il y avait 19 projets. Hein. Le plan incliné, ce n'était pas forcément le projet le plus pertinent et le moins coûteux. Mais ce qui est très intéressant avec le plan incliné, et c'était le seul projet qui le permettait, c'est que durant la construction de l'ouvrage, il pouvait continuer à naviguer. Ça, c'était primordial. Ça, c'était primordial. Hein, c'était quand même important qu'on ne stoppe pas du jour au lendemain 35 péniches par jour. Et donc les 4 années de la construction du plan incliné, de 64 à 68, le trafic continuait. Ils avaient mis un bâtard d'eau, on appelle ça un bâtard d'eau, un barrage, à la 1. Ils avaient mis un bâtard d'eau à la 17. Et le jour où c'était prêt, ils ont ouvert le bâtard d'eau et puis voilà, ils ont dévié le trafic. C'est ça. Ensuite, pendant 3 ans, de 69, le plan incliné était mis en service en janvier 69. De 69 à 72, le trafic continuait ici. Mais il fonctionnait également là-bas. Mais le plan incliné ne fonctionnait pas forcément de manière optimale au début. Hein. C'était un prototype, il y avait des problèmes. Donc souvent il était à l'arrêt, surtout au début. Et donc heureusement, ça continuait ici. Et en 72, ils ont stoppé la navigation ici, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'alimenter. Donc petit à petit, bien sûr, il n'y avait plus assez d'eau pour naviguer. L'anecdote à ce sujet, les mariniers, je vous disais tout à l'heure, ils se connaissaient bien, ils suivaient. Alors souvent c'était père et fils qui naviguaient ensemble, chacun son bateau. Et à la sortie du tunnel, à Arzulaire, père et fils sortent du tunnel, et le père il a dit moi je traverse la vallée, moi je connais la vallée, le fils il a dit attendez, le plan incliné a été mis en service il y a quelques semaines, moi j'ai envie d'essayer ça. Et donc le fils est parti sur la droite, a pris le nouveau canal, qui est juste à vol d'oiseau à 500 mètres d'ici, il est allé au plan incliné, il a mis 30 minutes pour arriver au plan incliné, il a mis 4 minutes pour descendre, il est sorti, il est arrivé à la 17, donc devant l'écluse 18, on va dire 1 heure après. Alors que le père n'était peut-être même pas arrivé à la 3 encore. Hein. Et donc en fait la messe était dite puisque le fils était un jour avant son père à Strasbourg. Ce qui n'est pas neutre. Hein. Donc voilà. Donc là la messe était dite à ce niveau-là. Pardon? Non, pas plus qu'ici. Les péniches payent. Non, le plan incliné, aujourd'hui de toute façon, les bateaux qui passent au plan incliné n'ont pas le choix, il faut passer par là, il n'y a pas de payage. Et à l'époque, comme aujourd'hui toujours, on paye une taxe de navigation qui est calculée à tonne kilométrique. Vous passez par là ou par là, c'est pareil. Sachant que par là c'est plus long que par là. Ce qui explique la journée, c'est que le père devait faire 5 ou 6 écluses de plus. 17. 17. Voilà. 17. Bah oui, mais bon, voilà, il a fait toute sa vie, il est passé là. Chaque fois une demi-heure. Au minimum une demi-heure. Voilà. C'est quand même pas neutre. Hein. Vélo. Patrick, vélo. Ah, vélo. Vélo. Je vous en prie. Ich werde noch failliet, c'est ce qu'on va. Bonsoir. On continue.